et rentrer dans les cellules et venir activer certaines molécules. Alors qu'est-ce qui se passe avec ces POP? Eh bien, ils sont, non seulement ils rentrent dans les cellules, mais ils s'accumulent dans certains compartiments de nos organismes. Pourquoi s'accumule-t-il? Eh bien, selon le processus de bioaccumulation, vous avez au départ une molécule qui est dans l'eau, qui est consommée par le mycoplancton, qui va commencer à l'accumuler. Le macroplancton va l'accumuler encore plus. Il va être mangé par les petits poissons, les gros poissons. Et c'est ainsi que les aigles pêcheurs de Californie se retrouvent à écraser leurs petits parce qu'ils ont consommé des animaux qui étaient contaminés par un certain nombre de substances. Alors, ce n'est pas seulement les aigles, c'est aussi tous les superprédateurs, les phoques, les ours polaires et l'homme, car nous, les hommes, nous sommes des superprédateurs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, dans la nature, on a eu des centaines de publications, voire des milliers, qui ont montré un certain nombre de perturbations, essentiellement sur la fonction de reproduction, parce que c'est ça qui est le plus étudié, sur la différenciation sexuelle, sur des anomalies des organes génitaux, des avortements, des cas d'hermaphrodisme, des comportements sexuels anormaux, je vous ai parlé des goélands homosexuels, le déclin spermatique a été constaté chez les animaux aussi, des cas de puberté précoce, voire des cas de stérilité complète. Donc tout ça, c'est très bien documenté chez les animaux. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe chez l'homme? Alors chez l'homme, c'est beaucoup plus compliqué, parce que comme vous le savez, on ne peut pas expérimenter chez l'homme, donc on ne peut que regarder les pathologies qu'on observe dans une population et essayer de voir si telle pathologie peut éventuellement correspondre à une exposition qui a eu lieu 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tôt. Et donc vous voyez bien que c'est extrêmement difficile d'établir des relations de cause à effet. Alors, la situation, c'est la suivante. On est tous contaminés. Là, tous autant qu'on est ici, on est tous contaminés par tout un tas de produits. On est contaminé comment? Essentiellement par l'ingestion. Donc on est dans l'alimentation, là, c'est 80%, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ANSES, c'est l'INSERM. Inhalation, contact cutané, vous avez des molécules qui rentrent par la peau. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux cosmétiques qu'on se met sur la figure, parce qu'ils ne se contentent pas de rester sur votre figure, des fois ils rentrent. Voilà, donc tout ça circule, il ne faut pas imaginer que ces molécules sont immobiles, elles circulent avec les courants marins, avec les courants aériens, avec les migrations de poissons, avec tout un tas de choses, transport de marchandises. Donc tout ça circule et s'accumule dans nos organismes. Donc on a tous ce que l'on appelle, ça a un nom ce concept, ça s'appelle la charge corporelle en produits chimiques, et donc ça définit la quantité totale de produits chimiques et de polluants présents dans notre organisme à un moment donné. Si vous avez un petit tableau, vous n'allez pas pouvoir le lire parce que c'est trop petit. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est l'Institut national de veille sanitaire qui montre donc sur des échantillons de population, ça date d'il y a 2 ans ces chiffres, que tous autant qu'on est, on a des métaux lourds, en particulier du mercure et en particulier des enfants ici. On a des PCB, toute une série de PCB. Je vous ai dit qu'il y en avait 209, on en a tous une dizaine ou une vingtaine. Des pesticides de toutes les générations, tous les pesticides bioaccumulables, organophosphorés, organochlorés, pyrétrinoïdes, on les retrouve chez nous. Donc ça déjà c'est un peu embêtant. Bon, apparemment quand même on n'est pas tous malades ici, donc c'est des traces qu'on a, mais on les a. Le plus embêtant c'est ça, le plus embêtant c'est les bébés qui naissent prépollués. Donc ces molécules, on les retrouve également chez les nouveau-nés. Il y a de plus en plus de travaux qui montrent ça à la naissance. On prend le sang du cordon et on regarde ce qu'on peut trouver dedans. Et on trouve tout un tas de molécules, les mêmes molécules dont je vous ai déjà parlé, PCB, PBDE, pesticides, etc. Alors pourquoi ces produits sont là? Eh bien tout simplement parce que malheureusement, c'est la maman qui, au cours de la grossesse, peut transférer une partie de sa charge corporelle en produits chimiques à son bébé. Ça se fait tout simplement parce que la maman a accumulé un certain nombre de produits dans ses graisses éventuellement. La grossesse, c'est quelque chose qui demande de l'énergie, donc ces graisses vont fondre, et puis certains produits vont passer au bébé, et ils vont passer au bébé soit par le placenta, soit par la circulation sanguine. Je n'ai pas passé ma diapo. Et éventuellement, même après la naissance, on peut avoir des contaminations par le biais de l'allaitement. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas allaiter, je vous rassure, il faut quand même le faire. Et puis, éventuellement, les biberons, si vous n'avez pas encore acheté des biberons sans bisphénol. Donc ça, ce n'est pas des fantasmes de scientifiques, c'est des choses qui existent,
qui ont existé. Et d'ailleurs, il y a eu des expériences sur l'homme en vraie grandeur. Si vous avez probablement tous entendu parler des enfants d'Istilben, hein, c'est les enfants de femmes qui ont été traités pour des problèmes d'avortement avec une molécule extrêmement puissante qui est un dérivé de l'estradiol, le diéthylsylbestrol, sauf que le diéthylsylbestrol c'est 100 fois plus puissant que l'estradiol, c'est une molécule extrêmement active et on sait que alors chez la femme, il y a eu des tests de fait ou chez la rate adulte, on ne voit pas de conséquences sur l'organisme, en tout cas pas immédiatement. Par contre, chez les enfants nés de ces femmes ou de ces rates, on constate un certain nombre d'anomalies dont vous avez entendu parler, anomalies du développement chez les filles, des cas de stérilité, des cas de cancer, des adénocarcinomes à petites cellules chez des filles de 15 ans. Normalement, c'est extrêmement rare et ça n'arrive pas. Et donc, c'est pas que tous les enfants en ont eu, c'est simplement que la proportion, hein, en biologie, on raisonne toujours avec des statistiques, c'est-à-dire qu'on regarde si dans un groupe, on a plus de cas que dans un autre. Hein. C'est ce qui se passe avec cette histoire du diéthylsylbestrol. Chez les petits garçons, on a des anomalies du développement, donc hypospadie, j'y reviendrai, cryptorchidie, j'y reviendrai, anomalie du spermogramme, c'est-à-dire qu'il y a le sperme contient moins de spermatozoïdes par millilitre qu'il ne devrait, et puis certains de ces spermatozoïdes, ils sont un peu bancals, ils ne vont jamais réussir à féconder un ovocyte. Donc ce qu'on a appris avec ça, c'est que, contrairement à ce qu'on pensait à l'époque, hein, ça se passait dans les années 50, 60, hein, on pensait que la barrière placentaire, qui est une espèce de barrière physique qui sépare la circulation sanguine de la mère de celle du placenta, je vous rappelle que le placenta est fabriqué par l'embryon lui-même, hein, on pensait qu'il n'y avait pas d'échange. Effectivement, cette barrière arrête un certain nombre de molécules toxiques, mais les molécules lipophiles, elles s'en fichent complètement de la barrière, elles passent. Donc tout ça a conduit Alors il y a eu des centaines, des milliers d'études hein, sur ces choses-là. Et le concept auquel on est arrivé maintenant, c'est le concept de l'origine développementale des maladies humaines, donc qui suggère que les expositions aux perturbateurs endocriniens durant la gestation ou la petite enfance, je vous rappelle que quand les petits enfants naissent, ils ne sont pas finis, il va falloir 3 ou 4 ans pour qu'ils soient finis, notamment le système nerveux central n'est pas du tout développé jusqu'à à son stade ultime. Et d'ailleurs, le cerveau est en développement permanent. À l'heure actuelle, vous fabriquez des neurones, et moi aussi, et c'est heureux. Donc, mais néanmoins, les expositions au cours de la petite enfance ou à la puberté chez les adolescents peuvent être plus importantes, plus ennuyeuses que chez nous. Et donc, on peut voir à la fin des pathologies qui sont expliquées par ces expositions précoces. Alors, de quoi on soupçonne les perturbateurs endocriniens dans l'espèce humaine? Eh bien, vous avez un certain nombre de pathologies qui sont sur cette diapositive. Je vais les passer toutes, comme ça je pourrais vous montrer sur la diapo. Donc, est-ce qu'on voit le déclin spermatique qui affecte quand même une très grosse population d'hommes à l'heure actuelle, qui dépend un peu des régions, et certaines régions sont plus noires que d'autres. Ici, sur la carte, on ne sait pas trop pourquoi. Peut-être des expositions à plus de produits toxiques, on ne sait pas. Cryptorchidie, donc je vous en ai déjà parlé. C'est quoi la cryptorchidie? C'est les testicules qui sont dans l'abdomen chez le petit embryon, qui descendent dans les bourses chez les petits garçons. Eh ben, ils ne descendent pas. Donc ça s'opère, hein, on n'en meurt pas, mais c'est quand même un signe d'une sous-exposition à de la testostérone. Pareil pour les hypospadies. Les hypospadies, c'est l'urètre qui, au lieu de s'ouvrir au bout du pénis, s'ouvre au milieu ou à la base, comme c'est montré ici. Vous voyez l'ouverture de l'urètre ici ou ici. Ça aussi, ça témoigne d'un manque de testostérone ou d'une surexposition à des estrogènes durant le développement embryonnaire. Ensuite, on a les naissances avant terme qui sont, dans certains cas, associées à des surexpositions. Par exemple, dans mon équipe de recherche à Rennes, il y a des gens qui font de l'épidémiologie, donc qui essayent de regarder, d'associer des pathologies à des expositions. Ils ont montré que l'atrazine, qui est un pesticide qui a été interdit il y a des années, mais qui est extrêmement stable, extrêmement présent en Bretagne, un peu partout, eh bien, on a plus de naissances avant terme et de bébés de petits poids qu'ailleurs. Et c'est embêtant ça parce que c'est la porte ouverte à des pathologies un peu plus tard, éventuellement même de l'obésité. Augmentation du cas de cancer hormonodépendant. Tous autant qu'on est ici, on connaît des gens qui ont des cancers du sein, ou chez les hommes, c'est un homme sur 7 qui va avoir un cancer de la prostate. Peut-être ce sera moi demain, ou monsieur là-bas, on ne sait pas. En tout cas, un homme sur 7, c'est énorme. Et puis alors, ce qui est
absolument remarquable, c'est cette courbe qui a été publiée dans des grands journaux américains, puis reprise après dans le monde, qui montre l'augmentation des maladies neurocomportementales associées probablement à des dysfonctionnements de l'axe thyroïdien durant le développement embryonnaire. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Une augmentation exponentielle des cas de syndrome autistique, déficit d'attention, hyperactivité, etc. Tous les instituteurs qui sont dans cette salle, ou ceux qui ont des amis instituteurs, savent bien qu'il y a beaucoup de petits garçons très agités dans les écoles maintenant. Et c'est surtout les petits garçons, parce que l'autisme, c'est une maladie qui est très sexuellement dimorphique, qui touche beaucoup plus les garçons que les filles. Et puis évidemment, l'obésité. Ceux qui ont assisté à la conférence précédente, il y a effectivement le problème de la mauvaise alimentation, etc., des additifs dans la nourriture, mais un très gros problème aussi, c'est les dysfonctionnements de l'axe du métabolisme au cours du développement embryonnaire par passage de molécules de la maman à l'embryon. Donc on sait que certaines molécules, on les appelle des obésogènes, sont capables de faire proliférer les cellules du tissu graisseux, du tissu adipeux. Et ces cellules-là, une fois qu'on les a, on a du mal à s'en débarrasser. La taille maximum de ces cellules peut également être affectée par certaines molécules, et ainsi de suite. Et on peut aussi avoir des perturbations du développement des circuits qui contrôlent la prise alimentaire durant le développement intra-utérin. Alors, la conclusion de tout ça, je pense que vous avez compris que c'était un vrai problème de santé publique. On a un certain nombre de molécules qui sont répandues dans l'environnement, qui répondent à la définition. On a de multiples exemples de perturbations endocriniennes avérées dans la faune sauvage. Je vous en ai montré quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus. Une augmentation de l'incidence de maladies liées à des désordres du système endocrinien est observée dans l'espèce humaine. Ça, c'est un fait. Après, ce qui reste plus hypothétique, c'est aller faire des relations de cause à effet entre une surexposition à une molécule et une pathologie qu'on va observer 30 ans plus tard ou 40 ans plus tard. Et là, c'est toute la difficulté de la question des perturbateurs endocriniens et de la régulation que l'on peut mettre en place. Alors, régulation, justement, que faire? C'est la question que se pose tout le monde ici. Eh bien, ce qu'on a vu pendant la période électorale, c'est qu'un sondage organisé par Génération Future a montré que 90% des Français jugent prioritaire de mettre en place des réglementations visant à réduire l'exposition des enfants, des femmes enceintes aux perturbateurs endocriniens. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend la direction de Bruxelles. Et Bruxelles, comme vous le savez, c'est Lobbyland, où on a donc tout un tas de businessmen qui sont là pour exercer des pressions au plus haut niveau de la Commission pour les empêcher de prendre les décisions qui devraient être prises. Il y a ce problème-là, et puis un autre problème, c'est que la réglementation en vigueur actuellement est une réglementation qui a été mise en place par les toxicologues. Et les toxicologues, ils ont leur manière de voir les choses et ils sont en conflit avec les endocrinologues. Moi, je suis un endocrinologue. J'ai travaillé 40 ans de ma vie sur les hormones. Donc, je sais ce que c'est qu'une hormone. Les toxicologues, ils ne raisonnent pas comme nous. Les toxicologues, ils raisonnent selon le dogme établi par Paracels, qui dit que c'est la dose qui fait le poison. Donc, Paracels, il soignait notamment des syphilitiques avec du mercure. Il avait constaté qu'un petit peu de mercure, ça guérissait la syphilis, et beaucoup de mercure, ça tuait les patients. Donc, à partir de là, il a dit c'est la dose qui fait le poison, et que tout est poison, et que c'est vraiment la quantité qu'on met qui va déterminer si on est poison ou pas poison. Donc, les toxicologues, c'est les héritiers de Paracels, et comment ils déterminent la toxicité d'une substance? Eh bien, notamment avec une valeur que l'on appelle la dose journalière admissible qu'on calcule en faisant ce qu'on appelle des courbes dose-réponse. Donc, vous allez prendre une molécule que vous voulez tester, vous allez exposer des cellules ou des bactéries ou un petit animal ou une souris à des doses croissantes, et puis vous regardez les effets que vous pouvez constater. Alors, très souvent, on a effectivement, plus on en met, plus il y a d'effets, et puis moins on en met, et moins il y a d'effets. Puis à un moment, une dose ici qu'on appelle la dose minimale avec effet nocif observé, en dessous de laquelle on ne voit rien. Alors là, qu'est-ce qu'on fait toutes les substances qui sont sur le marché passent par ça. C'est obligatoire. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Après, ils extrapolent la droite et ils déterminent donc ce que l'on appelle la dose sans effet toxique observé. Ensuite, on divise cette valeur par 100 ou par 1000, des facteurs d'incertitude, et on décide que
c'est la DJA, c'est-à-dire la quantité